Alors, pour commencer aujourd'hui, on va planter un décor, une image très forte. Imaginez une personne, là, au bord d'une falaise calcaire dans le Vercors. Et sous ses pieds, 1500 mètres de vide. Le vent souffle, c'est puissant. Et la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'elle va tomber. Non. La question, c'est est-ce qu'elle va sauter. La nuance, elle est énorme. La peur ici, c'est pas celle de l'accident. C'est celle du choix. Oser faire ce grand saut. Volontairement. Pour nos discussions aujourd'hui, on va s'appuyer sur des extraits d'un récit qui s'appelle « Le saut quand l'amour n'a plus besoin de filet ». L'idée, c'est vraiment de décortiquer ensemble comment cette histoire utilise la métaphore du parapente pour parler de quelque chose de bien plus universel, en fait, la libération personnelle, le courage et puis une nouvelle définition de l'amour. Oui, et c'est ça qui est passionnant, parce que ce récit, au début, il nous tend un peu un piège. On s'attend à lire une histoire de sport extrême, d'adrénaline, et puis très vite on comprend que le vrai vide, il est intérieur. C'est une exploration psychologique, en fait. Une exploration de ces fameux harnais qu'on porte tous. Les relations, les engagements, les habitudes, tout ce qui nous sécurise, mais qui parfois nous cloue au sol. L'histoire, au fond, elle ne parle pas de sauter d'une falaise. Elle parle de sauter dans sa propre vie. Alors, commençons par le début. Cette tension palpable sur la falaise. Le texte nous présente Nina. Et ce qui me frappe, c'est que sa peur, ce n'est pas une simple appréhension. On sent que c'est plus profond. On nous parle de ses mains qui tremblent, de sa lèvre mordive, de ses cernes. L'enjeu est d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est ça. Sa fragilité est presque physique. Et elle est résumée dans cette question qu'elle pose à son instructeur, Léo. Elle lui demande « Je peux changer d'avis? Je n'ai pas d'elle. » Je n'ai pas d'elle. C'est terrible comme aveu d'impuissance. Exactement. Elle ne dit pas « je n'ai pas le bon équipement ». Elle dit « il me manque quelque chose en moi, quelque chose d'essentiel pour y arriver ». Et ce vide, devant elle, ce n'est pas juste un trou d'air. C'est une projection quasi parfaite de sa peur de l'avenir, la peur du vide existentiel si elle quitte sa relation. Le texte le suggère très très finement. Oui, avec cette histoire de téléphone. L'instructeur, Léo, la voit la veille qui fixe son portable, avec des appels manqués d'un certain Thomas. J'ai trouvé ce détail très juste. Un autre instructeur aurait juste dit « allez, courage !» Mais lui, non. Il a l'air de comprendre que le problème vient d'ailleurs. Tout à fait. Le texte le qualifie d'observateur. C'est le mot-clé. Il ne voit pas une cliente, il voit une personne. Il perçoit le drame qui se joue et qui dépasse complètement le parapente. Et sa réponse à la peur de Nina, elle est d'une grande intelligence. Il ne la nie pas, il ne la minimise pas non plus, il la recadre. Il ne lui dit pas « n'ayez pas peur ». Non, ce qui serait inutile. Il lui dit autre chose. Il lui dit « Tu as mieux que des ailes, de l'adrénaline et un harnais solide. » Et il ajoute « et moi » avec un clin d'œil. J'adore cette nuance. Il ne se présente pas comme un sauveur. Non, pas du tout. Il se présente comme un soutien fiable. C'est comme s'il lui disait « ta peur est légitime, c'est même un moteur, l'adrénaline, mais tu as des structures pour la traverser, le matériel et puis moi ». En gros, il lui donne des outils concrets pour affronter le chaos, au lieu de faire comme si le chaos n'existait pas. Exactement. Il valide l'émotion, tout en offrant un cadre sécurisant. C'est la première étape pour qu'elle reprenne le contrôle. Pas sur le vide, mais sur sa propre réaction face à ce vide. Et c'est là qu'un des outils qu'il a mentionné, le harnais, va prendre une toute autre dimension. Et justement, ce harnais, au début c'est juste un équipement de sécurité, quoi. Mais pour Nina, ça devient beaucoup, beaucoup plus. Le texte décrit un vrai moment de bascule, quand elle regarde cette sangle. Elle murmure pour elle-même une phrase qui est une déflagration. « J'ai passé ma vie à enfiler des harnais. Mariage, appartement, compromis, comme si j'avais peur de voler seule. » C'est vertigineux comme prise de conscience. C'est une métaphore d'une richesse incroyable, surtout parce qu'elle est ambivalente. Le harnais, c'est la sécurité qui empêche la chute, c'est certain, mais c'est aussi la contrainte qui empêche de voler librement. Et Nina réalise soudain que toute sa vie a été construite là-dessus. Privilégier des structures, une relation, un travail, des habitudes, par peur du vide, par peur de l'inconnu. Ces choix n'ont pas été des élans, ça a été des assurances-vie. Et là, Léo fait quelque chose d'assez inattendu. Au lieu de la rassurer sur la solidité du harnais, il entre complètement dans sa métaphore. Il se livre. Il lui parle de ses 2 mariages ratés. C'est un risque, non? De se montrer si vulnérable? C'est un risque, oui, mais c'est un risque profondément humain. En partageant sa propre vulnérabilité, il brise la dynamique instructeur-élève. Il ne la regarde plus de haut, il se met à son niveau.
Il lui dit, en substance, « Cette peur du vide que tu ressens, je la connais, je l'ai vécue. » Il crée un espace de confiance. Il ne lui donne pas une leçon, il lui tend un miroir. Et le miroir est puissant. Surtout quand il avoue avoir signé les papiers de son second mariage, non par amour, mais, je cite, par peur du vide. C'est pile le dilemme de Nina. Et puis il y a ce geste, ce petit clic du mousqueton qu'il détache de sa ceinture et qu'il jette dans le vide. Le texte insiste bien sur le fait qu'on n'entend jamais l'impact. C'est d'une force symbolique folle. C'est le cœur de leur échange. Ce geste immatérialise l'acte de lâcher prise. En jetant ce mousqueton, il ne se débarrasse pas d'un simple objet. Il lui montre que la liberté commence par une petite décision, un clic, l'acte conscient de se défaire d'une attache qui n'a plus lieu d'être. Il n'est plus un expert technique, il devient un guide, quelqu'un qui a déjà fait ce saut dans sa propre vie et qui a survécu. Et c'est juste après ce geste qu'il prononce cette phrase qui semble tout éclairer pour elle. Que certaines chaînes, on les porte par habitude, pas par amour. On sent que là, quelque chose a basculé. Oui, parce que cette phrase, elle déculpabilise. Elle suggère que ces attachements ne sont pas forcément le fruit d'un mauvais choix, mais d'une inertie, d'une habitude. Ça permet à Nina de voir sa situation non pas comme un échec, mais comme une mécanique qu'elle peut enfin comprendre, et peut-être démanteler. Donc, ce geste de Léo, cette confession, c'est comme s'il lui donnait la permission de se libérer. On sent que quelque chose a changé en elle, avant même de quitter le sol. Le texte dit qu'elle laisse le harnais respirer, que son rire n'est plus nerveux, mais libre. La libération a déjà commencé, en fait. Absolument. La libération mentale précède toujours l'acte physique. Toujours. Le saut qui va suivre, ce n'est plus l'épreuve qu'elle redoutait. C'est la célébration de la décision qu'elle vient de prendre. C'est la confirmation extérieure. La signature visible que, dans sa tête, tout a déjà changé. Et c'est là qu'elle crie au vent cette question. Et si le vrai amour, c'était pas de trouver quelqu'un, mais de se trouver soi. Mais en fait, ce n'est presque plus une question, c'est une affirmation. C'est exactement ça. La forme interrogative, c'est une dernière trace de son ancienne incertitude. Mais le fond, c'est une certitude nouvelle. Elle ne saute plus pour fuir Thomas ou sa vie d'avant. Elle saute pour aller à la rencontre d'elle-même. Et la nuance est fondamentale. Ce n'est pas un acte de fuite, c'est un acte de conquête. La description du vol, d'ailleurs, est très intéressante. Le texte insiste sur le côté sensoriel. Le vent qui crie, le monde qui s'étire, mais surtout l'absence totale de pensée parasite, un moment de pure présence. Et pendant cette descente, elle a 3 grandes réalisations. Comme une révélation en 3 temps. D'abord, elle comprend qu'elle n'a pas besoin d'elle. Parce qu'elle a appris à tomber. C'est une façon magnifique de dire qu'elle accepte la vulnérabilité, l'échec potentiel. Elle n'a plus besoin d'être infaillible pour avancer. Exactement. Ensuite, elle réalise qu'elle n'a pas besoin d'un harnais. Parce qu'elle a appris à se faire confiance. L'autonomie. Et enfin, la 3e, qu'elle n'a pas besoin d'un homme pour exister. Parce que, et cette phrase est d'une force incroyable, elle est devenue son propre ciel. C'est vraiment le point d'orgue de sa transformation, non ? C'est le manifeste de son indépendance. Ces 3 points résument tout son cheminement. Le passage de la dépendance externe à l'autonomie interne. Attendre des ailes, c'est attendre une solution magique. Avoir besoin d'un harnais, c'est dépendre d'une sécurité extérieure. Avoir besoin d'un homme, c'est chercher sa validation dans le regard de l'autre. Et là, elle remplace tout ça par apprendre à tomber, se faire confiance et devenir son propre ciel. Elle déplace le centre de gravité de sa vie, de l'extérieur vers l'intérieur. Elle devient sa propre référence, sa propre sécurité, son propre espace. C'est un moment magnifique, c'est vrai. Mais on pourrait se dire, oh, est-ce que ça va durer ? Un coup d'adrénaline, est-ce que ça peut vraiment changer une vie ? C'est là que l'épilogue, qui se passe 1 an plus tard, est si important. Il ancre tout ça dans le réel. Il est essentiel. Sans cet épilogue, l'histoire resterait une belle métaphore. Peut-être une décision impulsive sans lendemain. Là, on a la preuve que le saut n'était pas la fin de l'histoire, mais le véritable début, un acte fondateur. Et cet épilogue, c'est une lettre de Nina à Léo. Elle raconte son année. Elle a quitté Thomas, mais elle précise, et c'est crucial, par amour pour moi. Ce n'est pas un rejet, c'est une affirmation de soi. Elle a acheté un chalet, seule, et elle admet avoir peur parfois. Mais elle dit que c'est une bonne peur, celle qui pousse à avancer. Et voilà la preuve que la transformation est durable. Elle n'a pas éradiqué la peur, non. Elle a changé sa relation avec la peur. Ce n'est plus une barrière, c'est un indicateur, une énergie qui signale qu'elle est en train de grandir.
Et les choix très concrets qu'elle a faits, la rupture, l'achat, sont la traduction sur Terre de son envol dans les airs. La métaphore s'est incarnée. Et elle termine sa lettre par des mots qui bouclent la boucle de façon magistrale. Elle écrit « Au moins je vis, sans filet ». Et ce post-scriptum qui résume tout. J'ai enfin compris la différence entre aimer et s'accrocher. C'est peut-être ça la leçon ultime du récit. On revient au titre « Quand l'amour n'a plus besoin de filet ». Vivre sans filet, c'est accepter l'incertitude comme une composante d'une vie authentique. Et cette distinction entre aimer et s'accrocher, c'est la clé de voûte de tout le texte. S'accrocher, c'est utiliser l'autre comme un harnais par peur de tomber dans son propre vide. Aimer, dans la perspective qu'elle découvre, c'est voler côte à côte, chacun étant son propre ciel. La dernière image du récit, un aigle qui plane, vient sceller cette idée. Une liberté conquise est maintenant assumée. Quand on retrace son parcours, c'est fou. Elle part d'une paralysie totale au bord du vide, piégée par ses sécurités, qui sont devenues des prisons. Et à travers cette rencontre et cet acte radical, elle atteint une liberté qui n'est pas juste une sensation en l'air. C'est une liberté qui se traduit par des choix de vie concrets, durables. Le saut, c'est vraiment une allégorie puissante sur ce courage de choisir sa propre voie, même si ça implique de traverser un grand vide. C'est certain. Et ça laisse songeur, en fait. Le récit met en scène ce moment de rupture unique, spectaculaire, le grand saut. C'est cet acte radical qui semble tout changer pour Nina. Mais ça soulève une question, je trouve, qui est intéressante. Est-ce que la vraie libération est toujours le fruit d'un unique saut décisif, ou est-ce qu'elle peut aussi être le résultat d'une accumulation de choix plus discrets, de petits clics de mousquetons au quotidien si on veut, une série de petites décisions courageuses qui, mises bout à bout, nous permettent finalement de décoller. Peut-être plus doucement, mais tout aussi sûrement.